Vie agricole vous est présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Bonjour, l'agriculture de proximité est sur toutes les lèvres ces temps-ci, celle des politiciens comme celle des citoyens. Mais qu'en est-il vraiment? Nous vous invitons à mieux comprendre la réalité des circuits courts au Québec. Bienvenue à la Vie agricole. Au Québec, depuis la pandémie, on dirait que les citoyens se sont intéressés un peu plus à l'agriculture et à la provenance des produits qu'ils achètent. Le ministre de l'Agriculture n'est jamais avare de bons mots lorsqu'il est question de promouvoir l'agriculture de proximité et la ruralité. On en discute dans quelques instants avec Yann Turmine, notre expert dans l'émission, et Michel Saint-Pierre, notre invité. Préalablement, Guy Duval, notre collaborateur, a rencontré Sébastien Lesage, le propriétaire de Canard Goulu. Sébastien Lesage est bien connu des amateurs de canards puisqu'il a fondé en 1997 le Canard Goulu. Cette viande délicate, consommée massivement par une partie importante de la planète, reste un produit de niche au Québec, réservé aux gastronomes et aux palais fins. Mais Sébastien Lesage, installé à Saint-Apollinaire, a su tirer son épingle du jeu. Comment? En favorisant le circuit court et en militant pour une vision locale de son entreprise où la proximité est gage de succès. Sébastien Lesage, propriétaire unique du Canard Goulu à Saint-Apollinaire. Vous étiez, dans une ancienne vie, avocat et vous avez lancé la toge en 1997. Pourriez-vous m'expliquer quelle mouche vous a piqué ou quel moustique vous a piqué? Oui, j'ai été piqué il y a très, très longtemps parce que la passion du canard m'est venue à peu près à l'âge de 8 ans, où j'ai eu un incubateur en cadeau et j'ai incubé des œufs de canard. J'ai eu des premiers canards à ce moment-là. Donc, il y avait un petit ruisseau qui coulait sur le terrain de mes parents et j'ai fait mes premiers élevages de canards à cette époque. Suite à ça, mes parents ayant des amis français, ils m'ont initié aux produits de canard et de foie gras, de confit de canard. Et avec mes parents, j'ai fait des tests de gavage. Par la suite, bon, les études, je deviens avocat, j'aimais ça, j'ai pratiqué 2 ans. Et avec ma conjointe de l'époque, on s'est dit, bien, on a le goût de se lancer en affaires. Et là, j'ai dit, bien, je connais ça, le canard et le foie gras. Et c'est comme ça que l'idée est venue de démarrer une business. Et puis quand vous parlez de transformation de canard, qu'est-ce qui reste après la transformation du canard? Est-ce que vous le transformez au complet? Eh bien, oui, on a des produits de foie gras, des produits de canard. Au total, on a, je pense, au-dessus de 30 différents produits, que ce soit les classiques, la cuisse confite, le magret, le foie gras au torchon ou le foie gras à poêler. Mais on a une sauce à spaghetti aux boulettes de viande de canard, on a un smoked meat de canard, on a des pâtés, des terrines, des ailes barbecue, plusieurs produits qui se cuisinent l'été sur le barbecue. On a essayé de démocratiser le canard et d'en faire aussi une viande qui se mange 4 saisons. Vous nous avez dit que votre créneau, c'était une agriculture de proximité et de circuit court. Qu'est-ce qui fait que c'est une agriculture de proximité? Bien, au départ, notre canton vient de Sainte-Croix-de-Lobinière, qui est à quelques kilomètres des lieux d'élevage. Notre meunerie vient aussi de Sainte-Croix, donc on est au niveau de l'élevage vraiment en proximité. Notre abattoir peut difficilement être plus proche, il est sur la ferme même. On a un abattoir sous inspection provinciale, donc on a un inspecteur et vétérinaire à toutes les semaines pour revoir ça. Et c'est sur place, les animaux ont
pas de distance à franchir, donc un avantage au niveau du transport puis du bien-être de ces animaux-là. Et ensuite, notre distribution se fait bien, sur la ferme même et en même temps, on a des boutiques dans la région de Québec. Donc, notre circuit principal, il est vraiment à moins de 75 km à la ronde de la ville de Québec. Vous avez un marché local. Est-ce que vous avez aussi un marché qui est plus étendu, provincial ou autre? Tout à fait. On a un camion qui fait de la livraison jusqu'à la grande région de Montréal. Grande région de Montréal et Laurentides. Et on a les services aussi postales qu'on réussit. Tout ça dans la province de Québec. Et quel avenir vous voyez pour le canard goulu? J'imagine que peut-être j'aurai un de mes fils ou de ma fille qui pourrait prendre la relève. Donc, j'y vois un bel avenir. Je pense que le genre d'entreprise que j'ai a un bel avenir au Québec. Puis, je souhaite continuer. Sébastien Lesage, du canard goulu à Saint-Apollinaire, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Yann Turmine, Michel Saint-Pierre, bienvenue. Nous sommes dans notre 4e épisode de la série La vie agricole sur MaTV. Yann Turmine, notre chroniqueur à la vie agricole, qui est notre expert, qui nous suit tout au long de la série. Bonjour. Salut Yannick. Michel Saint-Pierre, que nous avons déjà rencontré pour échanger sur la sériculture. Vous avez été sous-ministre au ministère de l'Agriculture. Vous avez été également président de la financière agricole. Bonjour Michel. Bonjour. Nous sommes à la ferme Canard Goulu. On est ici aujourd'hui pour parler d'occupation du territoire et essayer de savoir si les fermes de proximité sont réellement une solution d'avenir pour l'agriculture au Québec. Alors, messieurs, il y a eu tout au cours des derniers mois, pendant la pandémie que l'on espère bientôt finie, un discours de la part des citoyens et même des politiques en faveur d'une agriculture de proximité. Et on aimerait savoir, en fait, si c'est un gage d'un changement majeur en agriculture. Je pense que beaucoup de gens souhaitent qu'il y ait un changement. Dans quelle mesure, là, il faut aussi dire, il ne faut pas rêver comme on dit parfois, parce que ça ne bouleversera pas totalement. Ça ne change, on ne commencera pas à passer d'une agriculture davantage, appelons ça industrielle, à une agriculture et des marchés de proximité comme ça. Il y a une place importante à occuper par ailleurs. Et tout le monde souhaite que peut-être les résolutions qu'on prend actuellement, parce que, comme vous dites, on n'a jamais entendu parler autant d'agriculture, de petite agriculture, de proximité, de marché court que depuis cette pandémie-là. Les gens disent, et la plupart des gens concernés, est-ce qu'on va l'avoir oublié? Dans quelle mesure on va l'avoir un peu oublié? Parce que certaines personnes vont certainement l'avoir oublié. Alors, Yann, quand Michel Saint-Pierre nous dit que ça ne changera pas drastiquement, pourtant on se rappelle des images des étagères vides dans les supermarchés, la crainte de la fermeture de la frontière américaine même pour les produits agroalimentaires. Est-ce que toutes ces impressions que les citoyens au Québec ont eues sont effacées parce qu'on revient à une sorte de normalité et finalement pas plus d'intérêt pour les circuits courts que ça? Non, je pense que le circuit court, bon, il y a beaucoup de définitions à circuit court, on peut peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est quand même une tendance. Il y a une certaine tendance, pas une grande tendance, mais c'est une tendance. C'est sûr que la pandémie, ce que ça a ramené le spectre de la disette, c'était très visuel, hein? Des étagères vides. Personne ne pensait que ça se pouvait au Canada. Et ça a ramené plus la notion d'autosuffisance. Et quelle est la plus belle image de l'autosuffisance alimentaire que de voir une ferme proche qui élève des animaux qui viennent nous livrer pas très loin? Alors, ça relève beaucoup plus de l'image que d'un fait réel. Mais je pense que la notion d'autosuffisance a été un rappel à l'ordre pour beaucoup de monde, autant pour les politiciens, mais pour le public. Peut-être que l'autosuffisance, il faut peut-être s'en préoccuper plus qu'on s'est préoccupé auparavant. Là. Il serait important, avant d'aller plus loin dans l'émission, que vous nous définissiez qu'est-ce que la proximité. Est-ce que la proximité, c'est simplement le fait d'aller chercher son produit proche de sa résidence, à 50 km? Est-ce que ça se calcule au kilomètre? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'un produit, style un homard de la Gaspésie, il est loin, mais parce qu'il est de la Gaspésie, c'est de la proximité, parce qu'on le trouve en épicerie, il reste de la proximité quand même? Bien, le terme lui-même
si on le prend au mot, c'est quelque chose qui, généralement, tourne autour des agglomérations. Je ne parle pas juste des grandes villes, mais ça veut dire un circuit qui est court entre un producteur et un transformateur même, et son marché ou encore un étal quelque part. Ça, c'est véritablement la proximité de façon, je dirais, telle qu'on l'entendait la proximité au initialement. kilomètre. Le terme a été quand même assez élargi, je dirais, dans l'esprit des gens. Il y a beaucoup de définitions. Puis il y a, ouais. beaucoup de, il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre sur ce Oui, point-là. tout à fait. Je pense que Canard Goulu est un excellent exemple de c'est quoi une agriculture de proximité. C'est quelqu'un qui a créé un produit particulier. Oui. C'est un artisan qui a créé un produit particulier, qui a défini son marché, qui est la Ville de Québec, qui est d'ailleurs ici, à l'origine. Puis même encore aujourd'hui, il se consacre là. Et il a décidé d'avoir un certain contrôle sur l'ensemble, autant de la production, autant au niveau de la distribution. Il est allé jusqu'à avoir ses propres magasins. Souvent, on a tendance à dire, ouais, l'agriculture de proximité, c'est des petites bébelles, des petites affaires. Canard Goulu, c'est pas une petite entreprise, là. C'est quand même Et d'ailleurs, on la entreprise. retrouve dans la grande distribution aussi. Bon, là, c'est là que l'agriculture de proximité, moi, devient corrompue. C'est-à-dire que le terme est galvaudé un peu. Oui, c'est ça. Parce que dès que tu tombes dans la grande distribution, on arrête de parler de proximité. Là, parce que là, on a un intermédiaire là, majeur entre le consommateur et le producteur. Mais Yann, il faut quand même dire que tout ne passe pas nécessairement par l'entrepôt central. La proximité, c'est aussi des gens qui livrent en saison à l'épicerie, à notre épicerie du coin, des fraises, des sirops d'érable, des produits de petits fruits, des laitues. Mais il y a une limite à ça. Il y a une limite qui est un peu déjà imposée dans le cahier de charge des franchisés, là, des épiceries à bannière, là, qui est le plus possible passer par le grand entrepôt central. Alors là, c'est là qu'on s'éloigne de la proximité. Donc, les deux vivent quand même. On s'éloigne de la proximité, mais on peut retrouver des produits de terroir, parce que Canard Goulu étant un produit de terroir, on peut le retrouver dans une épicerie à Montréal ou dans une épicerie au centre-ville de Québec. Mais mélangeons pas proximité et terroir. Moi, je pense que c'est deux affaires qui sont complètement distinctes. Là. La distinction de proximité, il faut qu'il y ait un lien entre le producteur et le consommateur. Il faut qu'il y ait une certaine discussion qui se passe. Il faut que l'histoire du produit communique entre les deux. Là. C'est ça, la proximité. Alors, dès que tu commences à mettre des grands distributeurs là-dedans, bien, l'histoire commence à se diluer, devenir un peu des photocopies. Là. La machine à... Oui. Puis terroir, c'est vraiment tout à fait une autre chose. Un produit de terroir peut très, très bien voyager. Parce que quand on dit du terroir, là, on devrait parler d'un terroir particulier ou des terroirs, parce qu'il y en a partout. Comme il y a en France, à chaque coteau, à peu près, il y a Bien sûr, quand on mange en désignation. Roquefort, il est du terroir, mais il n'est pas de proximité. Ben, c'est ça. Mais ça peut voyager. La grande distribution ne détruit pas la notion de terroir. Au contraire, c'est le succès du terroir, c'est de tomber dans la grande distribution. La proximité, la grande distribution tue l'agriculture de proximité. La journée que Canard Goulu serait distribué à la grandeur des IGA, bien, on ne parlera plus, ça va tuer la notion de proximité. Ça n'empêche pas que son produit va continuer à être bon et tout, mais ça ne sera plus un produit de proximité. Là. Non, Or, c'est là que les termes ont été tellement utilisés là, dans les derniers mois. Terroir, il y a une sorte de rêve qui est celui d'avoir une autosuffisance. Là, c'est l'utopie un peu, parce qu'on ne voudrait pas se priver en hiver de tout ce qui est vert, ou à peu près. Parce qu'on ne peut pas produire, ou très, très peu. les oranges. Bien sûr. Oui. Mais même des laitues et tout, il y a... Bon, évidemment, il y a des serres, on produit sous serre, mais il y a une limite. Il y a une limite à cet approvisionnement toute saison de tout produit qu'on voudrait avoir. Il y a 3-4 générations derrière nous, on était autosuffisants. Mais je sais qu'on a mangé des carottes et des pommes de terre et du navet une bonne partie de l'hiver. C'était ça l'autosuffisance. Je pense qu'on n'est plus là. On n'est plus là du tout. Alors, on ne peut pas parler d'agriculture de proximité sans parler de ruralité, de région et donc de vitalité des régions.
On sait que les régions, elles sont vitalisées par la présence de plusieurs fermes qui sont un tissu économique important pour ces régions du Québec. Il faut savoir aussi que pour avoir de l'agriculture de proximité, dans beaucoup de productions, ça prend de l'abattage. Parce que c'est sûr qu'on fasse du canard ou qu'on fasse du lapin, il faut abattre. Est-ce qu'on est bien outillé au Québec pour s'assurer d'une agriculture de proximité avec toute la chaîne, c'est-à-dire jusqu'à l'abattage? Les productions animales sont défavorisées sur ce plan-là. Il y a très peu d'infrastructures. Il y en a quelques-unes, mais elles sont dans des régions très particulières. Donc, il y a un déplacement. Si on veut faire abattre, je pense, des oies, on va aller à l'île d'Orléans. Mais si on est au centre du Québec, il y a de la distance, là. Donc, les productions animales sont certainement, sans être laissées pour compte, sont les moins favorisées. D'autres productions, végétales par ailleurs, elles peuvent certainement s'implanter beaucoup plus largement sur le territoire. Puis il y a de la place, il y a beaucoup d'espace pour ça. Dans l'abattage, il y a un projet, mais qui est encore très, très embryonnaire, là, le projet du petit abattoir, là, qui est soutenu par Fernande Ouellette et Marc Séguin. Oui. Je pense que le ministère a comme donné son accord pour un projet prototype. Oui, c'est un bel exemple, d'abord, qui viendrait combler un besoin qui est tout à fait réel. Mais il reste qu'on ne sera pas à Rimouski, là. On va être là, au centre du Québec, avec cet abattoir-là. C'est pas rien qu'une question aussi d'infrastructure, c'est une question d'inspection. Ouais. Parce que l'abattoir, aussi mobile soit-il, ça va prendre un inspecteur. Il faut que l'inspecteur soit disponible, il faut que l'inspecteur soit là. Or, il va falloir tout... mettons que c'est assez compliqué. Dans le cas du petit abattoir, il n'est pas tout à fait mobile. Le projet, c'est un projet d'abattoir caisson. Qui est fixe, quand même. Qui est fixe, qui est déposé à l'endroit. Donc, il faudrait multiplier les caissons, en fait. Bon. Oui, mais il faut multiplier les inspecteurs. Est-ce que le concept d'un abattoir mobile, parce que, bon, dans le cas du bœuf, il y a eu des expériences, il y a eu des essais, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont maintenant, mais qui allaient, par exemple, en Abitibi faire l'abattage local. Mais la question toujours d'inspection, de normes, se pose également. Donc, il y a une contrainte sur ce plan-là. Malgré toutes les volontés qu'on peut avoir sur l'agriculture de proximité, autant il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser sur le plan maraîcher, sur le plan de la production animale, il y a encore beaucoup de marches à monter. Oui. Production abritée également peuvent se faire. La raison fondamentale, c'est qu'en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, notre consommateur est habitué à des produits d'une très grande qualité en termes sanitaires. Et cette exigence et cette habitude-là, bien, c'est fait avec une réglementation, une des réglementations les plus sévères au monde. C'est un peu difficile là, de revenir en arrière parce que ça reste que de faire de la petite abattage, c'est-à-dire moins d'inspection, moins de normes, moins de ci. Mais il y a un courant qui défend ça. Je pense à Dominique Lamontagne, qui a écrit le livre La ferme impossible, qui a une certaine écoute du ministre actuel. Lui, il défend l'abattage à la ferme. Dominique Lamontagne, c'est quelqu'un de sérieux et tout. Puis quand il y va, il prend toutes les précautions. J'ai aucune peur de consommer son poulet à Dominique. Mais le problème, c'est que dans la multitude des gens qui vont faire justement de la proximité, c'est pas tous des Dominique Lamontagne. Il va y avoir des clowns là-dedans et qui vont passer par-dessus le sanitaire. Donc, ça veut dire plus, Michel, vous qui étiez en fait au ministère de l'Agriculture, ça veut dire qu'il faudrait que le MAPAC déploie plus d'inspections. Là, il y a une sorte de retour du balancier, parce qu'il y a eu une époque, les années 70, où il y a eu un grand programme gouvernemental avec sortie de subventions pour cesser l'abattage. Il y avait des abattoirs dans tous les coins. Tous les villages avaient un abattoir. Oui. Mais les normes étaient très discutables dans le plupart des cas. Et on s'est retrouvé avec quelques abattoirs sous inspection, d'une part fédérale, pour tout ce qui s'en va à l'extérieur du Québec, sur d'autres marchés, ou inspection provinciale. Les normes sont relativement semblables. Mais là, on a un plus grand nombre d'abattoirs. Mais ça reste quand même très peu quand on regarde la grandeur du territoire habité au Québec. Il y a beaucoup d'endroits qui en sont dépourvus complètement. Ouais. Moi, je pense que l'agriculture de proximité est importante, l'agriculture de terroir est importante. Et en termes de vitalité des régions, là, moi, je pense que c'est une des grandes clés de la vitalité des régions. Moi, je pense qu'il y a de l'investissement que le gouvernement doit faire, puis c'est des investissements majeurs, puis récurrents. Ça veut dire que c'est sûr que pour un gouvernement, c'est toujours plus facile de construire un beau building, tu payes une fois, c'est fini, c'est réglé.
de mettre en place une infrastructure d'inspecteurs où, là, tu l'as tous les ans, là. Tu as plus d'employés, il faut gérer des employés. Bon, oui, il y a un coût, mais s'il est compensé justement par le fait qu'on crée une activité économique, qu'on amène une certaine richesse dans nos régions, bien, moi, je pense que ça vaut la peine de le faire. Alors, messieurs, pour le bloc un peu plus économique sur l'agriculture de proximité, il y a peut-être deux points que j'aimerais aborder. D'abord, le premier, c'est est-ce que l'agriculture de proximité, elle est accessible à tout le monde? Ou c'est juste un produit d'élite auquel on n'a pas accès? Je voudrais savoir aussi, quand on parlait tout à l'heure des terroirs qui se retrouvent dans la grande distribution, on a vu récemment que Walmart faisait un peu la vie dure à ses fournisseurs, qu'il a fallu que le ministre de la Montagne intervienne auprès du président de Walmart Canada pour le rappeler un peu à l'ordre. Donc, on se rend compte que on parle d'agriculture de proximité, mais on se rend compte que finalement, dans la réalité de tous les jours, ça passe quand même par une grande chaîne qui, au bout, est quand même le magasin, le supermarché, donc le distributeur. Comment on fait pour faire vivre cette agriculture de proximité au Québec quand on sait que le jeu, il est dans les mains des gros distributeurs? Il faut quand même nuancer, là. Il existe une variété d'autres formes de distribution. Il y a le panier. Les gens qui sont abonnés à des paniers bio, bon, ça se trouve, c'est un créneau. C'est pas le grand créneau, mais c'en est un. Il y a aussi des gens qui approvisionnent directement le supermarché ou encore les marchés, parce qu'il existe aussi des marchés. À Québec, il y en a, à Montréal, plusieurs, avec le marché Jean Talon et Atwater. Il existe donc des endroits où il peut y avoir la rencontre entre un producteur et le consommateur. Le réel et un consommateur. Donc, il y a quand même comme je mentionnais tout à l'heure, des fraises qui approvisionnent directement mon supermarché et d'autres produits là, locaux. Mais il y a une contrainte, c'est que ces supermarchés-là, qui sont sous bannière, ont une obligation en termes d'approvisionnement à partir de l'entrepôt central. Et donc, la partie qui était, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, mais était de l'ordre de 10 %. C'est un peu ce qu'on laissait à laisser une certaine autonomie de notre propriétaire opérateur du supermarché de s'approvisionner localement. Donc, il y a quand même un peu cette confrontation-là entre l'approvisionnement par l'entrepôt central, et là, c'est le grand camion là, qui arrive pour approvisionner, et quelques fournisseurs qui, eux, arrivent pour placer leurs choses sur les tablettes. Les deux, là, se confrontent un peu, là. Hein? De toute façon, moi, je suis foncièrement convaincu que autosuffisance et grands distributeurs, là, ça ne va pas ensemble. Si le Québec veut être autosuffisant, là, la dernière chose à faire, c'est de laisser l'autosuffisance aux mains des grands distributeurs. Les grands distributeurs sont là pour donner, et c'est correct, on est dans un pays capitaliste, puis c'est tout à fait correct, c'est d'amener des profits à leurs actionnaire. À partir de là, un produit, là, que ce soit un orange ou que ce soit une pomme, bien, ils vont essayer de l'acheter au moins cher. Puis on voit des pratiques un peu comme on a vu Walmart, mais en passant, là, ce genre de pratiques-là, c'est commun à l'ensemble des grands distributeurs. Là. Il presse le citron. Il presse le citron 4 fois. Oui. Il ne reste plus aucun jus. Alors ça, puis si vous parlez à n'importe quel opérateur dans le milieu de l'agroalimentaire, ils vont vous le dire. Faire affaire avec une grande chaîne, c'est le fun pour les volumes, mais le citron, là, tu baisses tes culottes, tu baisses tout, et il ne te reste plus rien. Là. C'est très difficile. Moi, je pense que l'agriculture de proximité, en passant, les marchés publics sont d'agriculture de proximité, c'est un peu une façon pour un peu ralentir la gourmandise. Ça met de la compétition aux grandes distributions. Je pense que les deux modèles sont nécessaires, mais ça prend plus de proximité, justement, pour mettre un contrepoids à ce grand pouvoir des grands distributeurs. Il y a une époque, il ne faut pas oublier, l'État a aidé la grande distribution à se mettre en place pour améliorer l'autosuffisance, ce qui a en partie marché à une époque, qui aujourd'hui marche de moins en moins, mais si l'État était capable de faire ça, il est capable aujourd'hui de faire
d'encourager les circuits courts puis la petite distribution. Là. Ça, c'est une question de volonté. Il est capable de le faire. Il faut l'inciter, il faut en faire la promotion. Il y a une vente à faire de ce côté-là. Il faut également regarder un peu notre structure de ferme puis faire en sorte qu'elle soit... qu'elle rende possible l'implantation de petites entreprises. Est-ce qu'avec le ministre actuel, qui s'est beaucoup positionné en faveur justement de cette agriculture de proximité, est-ce que vous sentez, Michel Saint-Pierre, une ouverture nouvelle au sein de l'État québécois? Je pense qu'il y a, d'une part, une écoute. Il y a, du côté des citoyens, un appui à ce modèle-là, là, sans l'avoir défini de façon précise. Il y a un appui. Et je pense que tout ça ensemble là, fait en sorte qu'on peut certainement penser qu'il y a possibilité qu'on se retrouve avec des programmes, des appuis à des initiatives comme celle-là. Et l'appui doit être également technique, environnemental. Donc, on doit avoir un ensemble de mesures qui ne sont pas juste un chèque à la poste, comme je dis souvent. Merci, messieurs. L'agriculture de proximité fait face à de véritables enjeux, que ce soit en termes d'abattage ou en termes de distribution. La pandémie a réveillé les consciences, mais les belles paroles des uns et des autres se concrétiseront-elles rapidement? Merci, au plaisir. La vie agricole vous a été présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.